On avait vu lors du précédent TP que tous les organismes vivants étaient constitués de cellules. Le TP3 porte sur l'unité élémentaire constituant les végétaux, à savoir la cellule végétale. Avant de parler de la structure de la cellule végétale et de ses spécificités, rappelons que les végétaux peuvent être constitués d'un assemblage de cellules, comme ils peuvent ne comporter qu'une seule cellule. De ce fait, on distingue les végétaux prokaryotes, tels que les cyanobactéries, anciennement appelées algues bleues. Donc ici, quand on dit végétaux prokaryotes, on parle d'organismes prokaryotes d'affinité végétale. Ici, le mot végétaux est pris au sens large d'organismes photosynthétiques, c'est-à-dire d'organismes capables de photosynthèse. Je rappelle que les cyanobactéries sont des bactéries coloniales qui s'organisent en filaments, très visibles d'ailleurs sur cette photographie. Rappelons aussi que chez les prokaryotes, la photosynthèse se déroule dans les parois intracellulaires, du fait que les bactéries sont dépourvues de tout organite. En parallèle, on a les végétaux eucaryotes, les vrais végétaux, qu'on peut diviser en deux grands groupes. On a d'une part les cryptogames et d'autre part les phanérogames. Pour comprendre la différence entre ces deux groupes, sachez que gamme, c'est par rapport à la reproduction, ou plus précisément aux appareils reproducteurs. Crypto veut dire caché et phanéro veut dire apparent. Donc les cryptogames sont des végétaux dont l'appareil reproducteur est caché. C'est le cas des algues, des mousses, des fougères, etc. Et les phanérogames regroupent les végétaux dont les organes de reproduction sont apparents. On en distingue deux catégories. On a les angiospermes, c'est des végétaux dont les graines sont enfermées dans un fruit. Et on a les gymnospermes, qui regroupent des végétaux à graines nues. Chez les organismes pluricellulaires, les cellules s'organisent en tissus. Un tissu est donc un ensemble de cellules semblables et de même origine. Le tissu forme un ensemble fonctionnel, c'est-à-dire que toutes les cellules d'un tissu ont la même fonction. Bien sûr, les tissus biologiques se régénèrent régulièrement et sont assemblés entre eux pour former des organes. Un tissu en biologie est donc le niveau d'organisation intermédiaire entre la cellule et l'organe. Pour info, la science qui étudie les tissus est l'histologie. On avait vu lors du premier TP que la cellule végétale était différente de la cellule animale en plusieurs points. Premièrement, par la présence d'un organite propre à la cellule végétale, à savoir le chloroplaste. Je rappelle que chez les végétaux eucaryotes, le chloroplaste est l'organite où se déroule la photosynthèse. La cellule végétale se distingue de la cellule animale par la présence d'une paroi pectocellulosique qui double extérieurement la cellule. On avait constaté aussi la présence d'une ou de plusieurs vacuoles chez la cellule végétale, mais aussi l'absence du centrosome, qui, je le rappelle, est une structure composée de deux centrioles et qui est propre à la cellule animale. J'avais dit que la cellule végétale était caractérisée par la présence d'organites délimités par une double membrane et qui sont responsables de la photosynthèse. J'ai nommé les chloroplastes. On trouve également chez les végétaux d'autres organites ayant exactement la même structure mais possédant d'autres fonctions. Ces organites sont appelés plastes et ils dérivent tous de proplastes. Pour revenir aux chloroplastes, il faut savoir que ces organites comportent des pigments assimilateurs, tels que la chlorophylle par exemple, dont le rôle est de capter les photons, c'est-à-dire la lumière. Les chlorophylles agissent comme de véritables panneaux solaires. Ils transforment l'énergie lumineuse en énergie chimique, sous forme de molécules d'ATP. On dira donc que la cellule végétale est caractérisée par la présence de plastes et de pigments assimilateurs. On avait vu aussi que la cellule végétale était délimitée par une paroi pectocellulosique. Elle représente l'enveloppe la plus externe de la cellule. La paroi est composée de trois parties essentielles.
elle comporte de l'extérieur vers l'intérieur la lamelle moyenne, qui est commune entre deux cellules voisines. Elle est de nature pectique. On a aussi la paroi primaire et la paroi secondaire. Les deux sont de nature cellulosique. Les cellules végétales sont aussi caractérisées par la présence d'un appareil vacuolaire. Chez les cellules jeunes, on trouvera plusieurs petites vacuoles. Et avec l'âge, ces petites vacuoles vont fusionner entre elles et former une grande vacuole unique qui occupera la quasi-totalité de la cellule. Elle joue un rôle dans le stockage de l'eau, de solutés organiques, d'ions minéraux, etc. Il est à noter que la membrane qui délimite la vacuole est appelée tonoplasme. Par opposition à la cellule animale, la cellule végétale est dépourvue de centrioles. Bien sûr, l'absence de centrioles et donc de centrosomes n'empêche pas la division cellulaire d'avoir lieu. On trouve bel et bien des microtubules dans les cellules végétales, sauf qu'ils ne sont pas organisés par le centrosome comme pour la cellule animale. Chez la cellule végétale, on parle d'un centre organisateur de microtubules qui est diffus. Parlons à présent de la structure et de l'organisation de la paroi cellulaire. La paroi végétale, ou ce qu'on appelle aussi matrice extracellulaire, est constituée de molécules qui sont synthétisées à l'intérieur de la cellule, donc dans le cytoplasme, et qui sont organisées à l'extérieur de la membrane plasmique. Ces éléments sont les microfibrilles de cellulose, les hémicelluloses, les glycoprotéines et les pectines. Les microfibrilles de cellulose constituent la charpente de la paroi primaire, c'est-à-dire que ces microfibrilles constituent l'ensemble des pièces qui vont soutenir la paroi primaire. Ces microfibrilles sont réunies entre elles par des glycoprotéines, de l'hémicellulose et de la pectine. Si on zoomait un tout petit peu, on pourrait voir qu'ici, les fibres de cellulose sont constituées de plusieurs microfibrilles de cellulose. Ces grosses fibres de cellulose sont liées entre elles par de l'hémicellulose, c'est la chaîne comportant les petites billes bleues, par de la pectine, c'est ce qu'on voit en jaune, et des glycoprotéines, c'est les sortes de câbles bleus qu'on voit sur l'image. D'où proviennent toutes ces molécules? On avait dit qu'elles étaient toutes synthétisées dans le cytoplasme et organisées à l'extérieur de la membrane plasmique en matrices. Les hémicelluloses et les pectines sont synthétisées dans l'appareil de Golgi. Les glycoprotéines sont synthétisées dans le réticulum endoplasmique granuleux et l'appareil de Golgi. Et ces molécules sont libérées à l'extérieur de la membrane plasmique par exocytose. Donc l'exocytose a lieu quand des vésicules de transport ou de sécrétion fusionnent avec la membrane plasmique et que leur contenu sort dans le milieu extracellulaire. Les microfibrilles de cellulose sont formées par un processus qu'on appelle polymérisation. C'est un procédé par lequel de petites molécules réagissent entre elles pour former des molécules plus grandes. Les microfibrilles de cellulose sont formées par polymérisation de monomères de bêta-glucose. Ces petites molécules de bêta-glucose vont s'associer entre elles grâce à des enzymes, les celluloses synthétases, qui sont localisées sur la face hyaloplasmique de la membrane plasmique, c'est-à-dire la face qui est en regard du cytoplasme. Et c'est ce qui va permettre la formation de longues chaînes de bêta-glucose, formant ainsi une microfibrille de cellulose. Pour mieux comprendre, voici en quelque sorte le phénomène qui se produit. Revenons à la structure de la paroi cellulaire. On avait dit qu'elle était organisée en 3 compartiments: la paroi primaire, la paroi secondaire et la lamelle moyenne. La paroi primaire est riche en cellulose, hémicellulose, en substances pectiques et en eau. La paroi secondaire est plus riche en cellulose, mais se trouve être pauvre en hémicellulose et en eau. Elle est aussi dépourvue de pectine et de glycoprotéines. La lamelle moyenne est quant à elle constituée de substances pectiques.
Grâce à sa composition riche en microfibrilles de cellulose, la paroi primaire confère à la cellule la plasticité lui permettant de se diviser, de s'allonger ou de se différencier. La paroi primaire est donc une paroi extensible qui caractérise les cellules jeunes. Au contraire, la paroi secondaire est caractéristique des cellules âgées. Passons à présent à l'observation au microscope photonique de la structure des cellules épidermiques de l'oignon. Je rappelle que l'oignon est un bulbe et c'est donc un organe de réserve et de stockage de nourriture. Pour cette manip, nous allons observer les cellules de l'épiderme interne de l'oignon. Nous allons donc prendre sur la partie interne des pelures d'oignon, donc sur la partie concave, une petite portion que nous allons observer au microscope photonique. Le fait que cette partie de l'épiderme soit formée d'une mince couche de cellules rend la préparation très facile. On va tout simplement découper de petits rectangles sur l'épiderme interne de l'oignon à l'aide d'un couteau, puis on prélèvera uniquement la fine pellicule à la surface à l'aide d'une pince. Bien sûr, on va utiliser des colorants pour mettre en évidence les cellules qui, de base, sont transparentes. On commence par la coloration au Lugol, donc c'est de l'eau iodée. Il faut savoir que l'iode tue la cellule en provoquant la coagulation du cytoplasme et du noyau. Donc c'est donc un fixateur. Et c'est ce qui va permettre de faire une meilleure observation. De plus, l'eau iodée révèle la présence d'amidon. Donc tous les grains d'amidon seront colorés en marron. La manip est très simple. On va déposer le prélèvement sur une lame de verre, on y rajoute le colorant, donc le Lugol, et on recouvre le tout d'une lamelle et on passe ensuite à l'observation au microscope. Au microscope, on voit que la paroi des cellules est très visible, même le noyau d'ailleurs. On voit que le cytoplasme est assez réduit du fait que la vacuole occupe la quasi-totalité de la cellule. Pour mieux observer la vacuole, on procède à un autre type de coloration. Pour ce faire, on réalise exactement la même manipulation, mais cette fois en utilisant une goutte de rouge neutre. Donc c'est un colorant qui est dit vital, car il pénètre dans les cellules sans les tuer. À l'observation, on verra que l'intérieur de la cellule est occupé par une énorme vacuole, qui est colorée en rose par le colorant. Et cette vacuole occupe presque tout le volume de la cellule. On dira que la vacuole est gonflée d'eau qui est entrée dans la cellule par un phénomène qu'on appelle osmose. On dira que les cellules sont turgescentes. On voit que le cytoplasme est très réduit. Il est d'ailleurs à peine visible et se situe entre la vacuole et la membrane, à la périphérie de la cellule, et il contient le noyau. La membrane plasmique est plaquée contre la paroi pectocellulosique. Pour comprendre ce phénomène d'osmose, il faut savoir que c'est un phénomène qui concerne uniquement les échanges entre deux solutions liquides qui ont des concentrations différentes et que ces solutions sont séparées par une paroi semi-perméable. Donc dans notre cas, c'est la paroi cellulaire. Le passage des molécules se fait toujours de la solution la moins concentrée, qu'on appelle milieu hypotonique, vers la solution la plus concentrée, qu'on appelle milieu hypertonique. Une fois le prélèvement placé dans la solution du rouge neutre, qui est considéré comme un milieu moins concentré par rapport au milieu intracellulaire, l'eau va entrer dans la cellule et va remplir la vacuole. Et c'est ce qui fait qu'on voit les cellules dans un état de turgescence. Pour voir l'état inverse, donc celui d'une vacuole pratiquement vidée de son eau, on place le même prélèvement préalablement coloré par le rouge neutre dans une solution qui est fortement concentrée. Cette fois, le milieu extracellulaire se trouve être plus concentré que le milieu intracellulaire et de ce fait, l'eau va sortir de la cellule vers l'extérieur.
On constate d'ailleurs sur la photographie que le volume vacuolaire a considérablement diminué. On voit que le tonoplasme a entraîné le cytoplasme, provoquant ainsi le décollement de la membrane plasmique de la paroi pectocellulosique, sauf au niveau de certains plasmodesmes. On dira que de l'eau a diffusé du milieu intracellulaire vers le milieu extracellulaire, et c'est ce qui provoque la plasmolyse des cellules végétales. Donc la plasmolyse est un état cellulaire où la membrane se décolle de la paroi pectocellulosique suite à une perte d'eau. Donc elle se produit lorsqu'un flux d'eau sort par osmose de la vacuole vers le milieu extracellulaire.